Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans, ça s'apprend. Comment adopter une consommation plus responsable justement de nos objets électroniques? On en parle et surtout on l'apprend avec le Clémy dans un instant et la famille tout écran. Celle qui a une idée derrière la tech aujourd'hui, évidemment, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, tu vas nous parler deepfake, oui, mais du point de vue des artistes. Oui, Marjorie, je vais vous parler de deepfake. En effet, on a tous, ou presque tous, vu la vidéo de Zelensky où il appelait faussement, d'une façon fallacieuse, au peuple. Il appelait le peuple ukrainien à déposer les armes. Évidemment, c'était une fausse vidéo. On sort d'une pandémie qui s'est doublée de ce qu'on a appelé une infodémie, à savoir toutes les contre-vérités qui ont été charriées à côté du Covid. Donc, je me suis demandé comment les artistes s'emparent de ce sujet de la fausse information. Et on en parle avec toi évidemment dans un instant. Si vous êtes lycéen ou parent d'élèves, vous avez forcément la tête plongée dans Parcoursup pour cette toute dernière ligne droite. Alors ça y est, les vœux, vous les avez déjà formulés depuis le 29 mars minuit. Désormais, la prochaine deadline, c'est celle de ce jeudi 7 avril pour pouvoir envoyer et formuler vos lettres de motivation. Comment faire pour que Parcoursup devienne un nouveau synonyme et surtout plus celui de sacerdoce? Est-ce qu'il y a un pilote, tiens, dans l'algo pour redonner ses lettres de noblesse à l'orientation post-bac? On en parle là cette fois-ci avec nos invités en duplex depuis Bordeaux. Alban Mizy. Alban, vous êtes doctorant en sociologie au centre Émile Durkheim de l'université de Bordeaux. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et surtout votre thèse qui porte sur Parcoursup, bien sûr. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et puis Laurence Hulot. Laurence, vous êtes porte-parole d'Antidote. C'est un logiciel qui nous permet d'oublier surtout les fautes d'orthographe lorsqu'on remplit ces dossiers. Vous allez nous donner des conseils très précis pour ces lettres de motivation dans Parcoursup. Bonjour à vous Laurence. Bonjour Marjorie. Et tout de suite, focus. Éduquer aux médias et à l'information, c'est la mission du Clémy. Depuis plus de 30 ans, l'organisme qui a mis au point également une campagne en vidéo pour pouvoir, avec humour, nous aider à mieux utiliser nos écrans et en faire une consommation plus raisonnée. La famille tout écran, épisode 4, c'est parti. C'est génial, vous avez vu cette vidéo? C'est un panda qui fait du roller. Bon, chérie, on est à table. Oh oui, c'est pas bientôt fini. Je commence à avoir la batterie qui chauffe. C'est une vidéo de pingouin qui danse la... Salle de bain ridicule. Attends, je regarde. C'est moi. C'est une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Quoi, 100 000 j'aime? Pourquoi c'est juste moi qui me prends en photo dans la salle de bain? Bah en fait, on voit tes fesses dans le reflet derrière. Non mais faut la supprimer là. Mais si tu lâches ton portable, on te montrera peut-être comment faire. Ça m'empêche. Je suis tendance. Tendance ou pas, les écrans n'ont pas leur place à table. Essayez de ne pas grignoter, et encore moins devant nous. Et est-ce qu'on se dit les choses si chacun a le nez sur son écran? Alors ouvrez la porte, sortez, bougez, courez, dansez, faites des claquettes. Amusez-vous. Quelqu'un a filmé ça, c'est énorme. Non mais c'est un million de vues à coup sûr. Ah, il est irrécupérable. Laisser son écran de côté de temps en temps, ça fait du bien, je vous assure. Mais tout de suite, on ouvre le débat. Parcoursup, le retour. Et si vous êtes lycéen ou parent d'élèves, donc vous avez forcément la tête plongée dans la plateforme Parcoursup parce que vous le savez, vous aviez jusqu'au 29 mars minuit pour pouvoir formuler vos vœux d'affectation. Désormais, la prochaine deadline, c'est celle de ce jeudi 7 avril pour finaliser votre dossier et surtout vos lettres de motivation pour les formations qui vous en demandent. Depuis 2018, Parcoursup, c'est donc la plateforme destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants et étudiantes.
présidente de l'enseignement supérieur français. Elle gère plus de 600 000 futurs étudiants et 15 000 formations. On en parle tout de suite avec nos invités. Alban Mizy, vous êtes doctorant en sociologie au centre Émile Durkheim de Bordeaux. Comment faire pour que ce Parcoursup ne soit plus un sacerdoce et une espèce de parcours d'obstacles et de calendrier tel qu'on vient de le définir? Ah ben, vaste programme, hein, comme dirait l'autre. Non, Parcoursup devrait surtout gagner en continuité et en cohérence, je pense. Si Parcoursup est synonyme de sacerdoce, comme vous dites, Marjorie, c'est parce qu'elle exige une compétition, c'est une sélection qui est explicite et généralisée. Ce caractère compétitif, il est parfaitement intégré par les candidats, il est parfaitement intégré par leur famille. Donc on a des candidats qui, avec leur famille, vont effectivement s'en rendre malades. Et dans ce parcours d'obstacles, il y a surtout celle de la motivation à prouver. Ça, vous le savez, c'est donc jusqu'à ce jeudi 7 avril pour pouvoir remplir ces lettres de motivation sur la plateforme. Laurent Sulloy, vous êtes la porte-parole d'Antidote. Copier-coller ces lettres de motivation, attendre le dernier moment, ce n'est pas forcément des bons conseils. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous parce que, oui, qu'on aime Parcoursup ou pas, il faut quand même finir de remplir son dossier. Alors justement, comment ne pas tomber dans les choses-trappes de la plateforme? Une bonne lettre de motivation, d'abord, on la rédige comment? Alors, la première des choses, en fait, il va falloir examiner le fond et la forme. Et la forme, c'est quoi? C'est l'orthographe, la grammaire, la typographie et également le style. Quel est le vocabulaire que j'ai utilisé? Donc, il va falloir être vraiment très vigilant sur ces critères. Et effectivement, comme on le disait précédemment, en fait, la lettre de motivation, c'est une sélection. Et donc, il va falloir utiliser les mots justes. Il va falloir faire des phrases courtes, d'accord? Et surtout, donc, comme je disais, vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe ou de grammaire dans ces documents. Et c'est là où Antidote, justement, peut nous aider, puisque c'est surtout un logiciel d'aide à la rédaction et de détection des fautes d'orthographe. Avant d'en venir à l'orthographe, qui évidemment est un des fondamentaux de l'aide de motivation, il y a quand même le fait de se dire qu'il ne faut pas faire de copier-coller. Il faut faire du sur-mesure pour chaque formation dans laquelle on a envie d'entrer. Tout à fait. Et le copier-coller est d'autant plus une mauvaise idée que si je colle un texte d'un garçon ou d'un homme, les accords ne seront pas les mêmes pour moi en tant que femme. Donc vraiment, il faut éviter le copier-coller, c'est une très mauvaise idée. Et comme vous venez de le montrer dans la lettre de motivation qui a apparu à l'écran, et je crois que cette lettre a été faite dans Word, et il y a un certain nombre de mots qui sont soulignés et qui sont identifiés comme des fautes. Il y en a 5. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige ces fautes et qu'on imagine que le reste du document est correct. Et ça, en fait, c'est une erreur. Et Antidote est une surcouche, donc un logiciel qui va s'utiliser dans vos applications courantes, type Word ou Page. Et vous allez pouvoir corriger en un seul clic toutes ces fautes. Et cette lettre ne comporte pas 5 fautes, mais dans la réalité, Antidote va en identifier 29. Ah oui, donc on a une espèce de démultiplication, en effet, de ces fautes auxquelles on ne peut pas être toujours attentif. Et vous l'êtes pour nous, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ces lycéens, à ces lycéennes qui se préparent à devoir boucler ces dossiers et ces lettres de motivation? Quels sont les autres bons conseils? Un bon conseil, c'est de vérifier le vocabulaire. Par exemple, ce serait une mauvaise idée d'avoir trop de répétitions. Donc, on va pouvoir, avec Antidote, par exemple, regarder quels sont les mots qui ont été utilisés plusieurs fois et aller chercher dans les dictionnaires un synonyme. On va pouvoir aussi éviter, par exemple, les paronymes, les homophones, donc se tromper sur un mot. Alors là, on est par exemple sur le mot épatant. C'est un terme familier. Ça serait dommage d'utiliser des termes familiers dans une lettre de motivation et on peut aller dans les dictionnaires chercher du vocabulaire un peu plus soutenu. Mais bien entendu, attention à ne pas utiliser du vocabulaire rare que uniquement des spécialistes pourront comprendre. Donc, il va falloir utiliser du vocabulaire courant, soutenu et pas familier. Un autre conseil, je peux donner un autre conseil? Un autre conseil. On voit vos paroles, on attend vos conseils, Laurence. C'est sympa. Un autre conseil, c'est de ne pas utiliser des phrases trop longues. Ça, c'est important. Antidote va pouvoir aussi vous aider à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il est capable d'identifier
qu'une phrase de 34 mots est par exemple une phrase trop longue. Et il va falloir les mettre une idée par phrase. Donc, si j'ai une phrase de 34 mots, je vais essayer de la décomposer en 2 phrases et de mettre donc 2 idées dans dans des phrases plus petites. Et un autre élément très important est également le temps de lecture. Il faut s'imaginer que la personne qui va lire votre lettre de motivation n'a pas énormément de temps. En général, elle consacre entre 1 à 2 minutes par lettre de motivation. Donc, il va falloir faire quelque chose de ni trop court, ni trop long. Et là également, Antidote peut vous aider et vous indiquer le temps de lecture pour les documents que vous rédigez. Oui, vous avez raison, c'est un conseil qui est extrêmement précieux. En effet, comment réussir à faire la différence pour les formations auxquelles on veut justement pouvoir accéder quand on est lycéen, lycéenne pour ses premières années d'études. Et on sait que ces recruteurs, ceux et celles qui vont lire ces lettres, ont très peu de temps pour le faire. En effet, très bonne fonctionnalité. S'il en est, il y a une autre fonctionnalité, alors qui n'est pas forcément directement liée à Parcoursup, mais que j'aime beaucoup quand même chez Antidote, c'est celle qui s'appelle le anti-oops, parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous, notamment parents, mais pas que. La fonction anti-oops, elle arrive à intercepter nos emails avant même qu'ils soient envoyés, si on a fait des fautes dedans ou si on a oublié la fameuse pièce jointe, comme d'habitude. Ah, mais j'adore cette fonctionnalité, Marjorie, effectivement. Donc, on écrit bien souvent nos mails, on les écrit vite et on clique sur envoyer. Quand il n'y a pas de faute, le message part. Et s'il y a des fautes avec Antidote, le message est immédiatement arrêté et on peut donc comme ça envoyer des messages sans faute. Et c'est très important parce que vous savez qu'en fait, la crédibilité de nos écrits est vraiment liée en fait, à l'orthographe, à la grammaire qu'on va utiliser. Donc, il ne faut pas faire de fautes sur ces documents et dans ces mails non plus. Alban, cette fonction anti-oops, on se dit que parfois les concepteurs et conceptrices de Parcoursup auraient dû l'utiliser, tant cette plateforme et son algorithme déchaînent des passions. Quels seraient, vous, les conseils en tant que doctorant que vous donneriez à ces lycéens, à ces lycéennes pour leur lettre de motivation? Parce que là aussi, ça va avoir un impact très important. L'avantage des lettres de motivation, c'est que vous montrez aux recruteurs, à ce qu'on appelle les recruteurs, que vous savez où vous mettez les pieds. Donc là-dessus, c'est clair que c'est particulièrement intéressant pour eux de prendre des candidats motivés. En outre, la lettre de motivation atteste aussi de votre motivation, de votre niveau de langue. Et puis, ce que je conseille surtout, c'est de se faire relire. Alors, Antidote, c'est très bien, mais les lycéens ont plein de ressources que sont leurs parents, leurs enseignants et leurs psychologues de l'éducation nationale. Donc, il faut tout mobiliser. La relecture humaine, ça peut aussi aider. Vous faites bien de le rappeler, Alban. Alors, le calendrier, lui, de Parcoursup, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas au 7 avril, puisqu'il y aura ensuite la réponse de ces universités et de ces formations qui va s'étaler entre le 2 juin et le 15 juillet. Des néo-bacheliers qui pourront ensuite décider, justement, de leur avenir en fonction de leurs résultats au bac, certes, mais aussi de la réponse de ces universités, de ces formations de l'enseignement supérieur. Mais il se passe quoi pour ceux et celles qui n'auraient pas reçu de proposition d'admission, Alban? Mais alors pour celles et ceux qui n'ont aucune proposition d'admission, c'est-à-dire uniquement des refus, même pas des vœux sur liste d'attente, vous pouvez saisir les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, qui sont des commissions constituées grosso modo de représentants des formations du supérieur, qui vont essayer de comprendre quelle est la solution la plus adaptée en fonction de votre profil, de vos notes, de vos motivations et aussi, il faut bien le dire, de ce qui reste. Donc, il faut bien comprendre par contre que c'est le dernier mur, donc il faut la jouer finement là-dessus. Mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'on n'est plus maître de son destin et de son parcours dans l'enseignement supérieur si on n'a pas de réponse des formations qu'on avait essayé d'obtenir au départ? Alors, on l'est déjà pas beaucoup avec Parcoursup de toute façon, mais oui, effectivement, c'est une contrainte supplémentaire puisqu'il faut composer avec ce qu'il reste. Que ce soit pour les candidats et candidates, mais aussi pour les universités, les formations qui vont devoir aller les sélectionner en deuxième, troisième, si j'entends bien, étape, sélection, parcours. Je ne sais pas comment le dire, j'avoue. Oui, il y a aussi.
il y a aussi beaucoup de formations dans lesquelles il reste des places, y compris à la fin de la procédure. Donc, effectivement, vous avez raison là-dessus. Alors Parcoursup, ça tombe bien, c'est votre objet de recherche, je le disais même de thèse. Vous proposez des pistes pour fluidifier notamment cette procédure qui parfois est jugée trop laborieuse, trop contraignante, rendre Parcoursup moins angoissant même, comme vous le dites. Pourquoi? C'est anxiogène? Parcoursup, c'est particulièrement anxiogène. Et c'est une procédure que tout le monde subit, y compris de l'autre côté de l'ordinateur, du côté de cette cuisine de la sélection. Donc, du côté des lycéens, il faudrait effectivement un travail d'orientation plus profond qui commencerait plus tôt et qui, pourquoi pas, serait obligatoire dès le début du lycée. Ça serait sûrement plus efficace qu'un rendez-vous pris en panique avec le psychologue de l'Éducation nationale la dernière semaine, alors qu'on voit Parcoursup approcher. Aussi, ce qui est embêtant, c'est que les candidats n'ont absolument aucune forme de retour sur leur candidature, à part les fameuses réponses oui, non ou un placement sur une liste d'attente. Donc, il faudrait qu'ils puissent avoir des éléments d'analyse sur la manière dont leurs dossiers ont été considérés. Ça, ce serait finalement les prendre au sérieux, ces candidats. On les prendrait aussi au sérieux en améliorant la transparence du processus de sélection. Donc, pourquoi pas inclure des représentants d'étudiants, des élus étudiants dans les commissions d'examen des vœux. Ça permettrait au moins de rassurer sur la bonne manière dont tout ça est fait. Oui, avoir un véritable et puis les membres des retour, commissions. c'est ce que vous exprimez là, avoir d'abord un véritable retour pour ces lycéens et ces lycéennes sur, au-delà de la qualité de leur candidature, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été forcément sélectionnés pour le type de formation qu'ils envisageaient au départ, toujours pour pouvoir s'améliorer et essayer de pouvoir mieux correspondre aux critères demandés pour justement embrasser ces formations et ces futurs métiers. C'est de la pédagogie en fait dont on a besoin. Vous avez raison, mais surtout, améliorer la transparence de Parcoursup et en finir avec cette opacité qui n'arrange personne. Cette opacité que certains détracteurs comparent parfois même à un Squid Game de l'orientation post-bac. Comment est-ce qu'on arrive à éviter les choses trappes ? Qui jouent à Squid Game, je dirais plutôt qu'ils jouent à Marco Polo, ces candidats. Ils avancent, ils essayent d'atteindre leur but, littéralement de toucher du doigt leur but, sans forcément y voir grand-chose. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que en fait, ce qui fait qu'on gagne ou qu'on perd à Marco Polo, c'est la manière dont on est aidé par les autres. Mais si je vous entends bien, Alban, la question, elle est surtout sur savoir si Parcoursup a failli dans sa mission première. Parce que quand cette réforme et cette plateforme étaient arrivées justement en 2018, l'idée, c'était aussi d'ouvrir les possibles de l'orientation post-bac pour les lycéens et pour les lycéennes. Ça veut dire quoi, encore une fois, qu'on a raté le coche ? Vous savez, Parcoursup pourrait être plus rapide, ça on en a déjà parlé, on pourrait en reparler ensuite, mais Parcoursup pourrait aussi être plus républicaine. Voilà, l'accès aux études supérieures, c'est un droit en principe pour quiconque a décroché son baccalauréat. Si vous avez le baccalauréat, vous avez le niveau nécessaire pour tenter votre chance en première année à la fac. Et sur Parcoursup, finalement, vous avez des formations sélectives qui peuvent vous répondre non, et vous avez des formations dites non sélectives qui ne peuvent pas vous dire non, mais qui peuvent vous placer 9 millièmes sur une liste d'attente. En d'autres termes, vous avez des formations sélectives qui vous refusent et des formations non sélectives qui ne vous acceptent pas. Bon, Parcoursup, c'est la sélection. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sélection explicite, généralisée, y compris à l'université, ce qui n'était pas le cas avant. Le problème, c'est pas forcément qu'on passe par une plateforme centrale. Le problème, c'est qu'elle coupe l'herbe sous le pied de pas mal de candidats. On va continuer justement à parler de Parcoursup, à parler aussi de ce qui se trouve au cœur du cyclone, l'algorithme sur lequel tourne la plateforme. On en parle dans un instant. Je vais remercier Laurent Suloa qui était avec nous pour nous donner ses conseils très pratiques sur cette toute dernière étape de Parcoursup dans le calendrier. Jeudi 7 avril, remplir ses lettres de motivation pour son dossier, pour justement pouvoir prétendre aux formations sélectives dont Alban parlait à l'instant. Merci infiniment. Laurence, pour tous vos conseils. Marjorie.
Merci beaucoup, Marjorie. Je vous en prie. Et tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Et ça aussi, c'est de la sélection, une sélection opérée par Cher et Jessica Isengé sur des vidéos et sur des images qui vont certainement vous amuser. Start scanning. Scan complete. Oil level low. Et retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie d'Alban Mizy, en duplex de Bordeaux, doctorant en sociologie du centre Émile Durkheim, qui porte définitivement bien son nom. On va continuer à parler avec vous, Alban, de Parcoursup, qui est également l'objet de votre thèse et l'objet de toutes les interrogations et les inquiétudes des lycéens, lycéennes et des parents d'élèves cette semaine, puisqu'on est encore une fois dans un calendrier très contraint vis-à-vis de ce parcours pour l'orientation post-bac. Mais tout de suite, je suis persuadée, c'est une certitude, que Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui, on parle deepfake avec toi, oui, mais d'un point de vue artistique. Tout à fait. On parle, Marjorie, de deepfake, on parle de fake news. Les fake news, c'est pas quelque chose de nouveau, malheureusement. Hein, ça date de la naissance du journalisme. Si tu avais vécu 200 ans ou 300 ans plus tôt, Marjorie, tu ne serais pas dans ce bureau à Neuilly, mais tu travaillerais sous un arbre, sous un marronnier, au Palais Royal, et tu déclarerais toutes les actualités dont tu aurais pu avoir écho. Et malheureusement, l'école de journalisme de l'époque n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, tout n'étant pas extrêmement vérifié, cet arbre, du fait de ce qu'on appelle en français inventer des cracks, a été renommé l'arbre sous lequel tu professes ces actualités, l'arbre de Cracovie, justement en référence à ces cracks que les journalistes parfois étaient amenés à dire. Waouh, alors là j'apprends vraiment quelque chose. Je pensais qu'on l'appelait ça un marronnier et que c'était pour cette raison-là que les informations qui reviennent souvent dans l'actualité étaient appelées des marronniers. Donc merci pour cette leçon d'histoire du journalisme. Alors justement, l'intelligence artificielle, on revient un petit peu à de l'actu et de la tech. Elle permet de falsifier des photos, des vidéos, elle s'améliore tous les jours. Est-ce qu'un jour, on va être dans ce paradoxe où on ne pourra plus démêler le vrai du faux ?
Alors, je vais faire un petit développement qui, vous allez voir, va revenir à cette question-là. Je voulais revenir au contexte post-soviétique. On parlait de la deepfake du président ukrainien. Et je voudrais retourner à ce contexte post-soviétique en parlant d'un ouvrage d'un journaliste qui s'appelle Jonas Bendiksen, qui appartient à l'agence Magnum, un journaliste qui est d'origine norvégienne, qui a édité un livre qui s'appelle le livre de Vélez. On en voit la couverture, la page interne à l'écran. Ce livre, je voudrais en parler, mais d'abord, il faut revenir à 2016, à l'élection de Donald Trump et à tout ce qui avait, tout le lot d'infox qui était paru à l'époque autour de l'élection de Donald Trump, qui avait été destiné à changer l'opinion, à faire en sorte que les républicains gagnent cette élection. Les enquêteurs ont mené leur enquête sur d'où viennent ces infox et ont remonté le filon d'infox, non pas au Texas, non pas aux États-Unis, très très loin, en Macédoine du Nord, dans ce village justement qui s'appelle Vélez. Là-bas, dans cet univers post-soviétique un peu appauvri, on avait tout un tas d'adolescents qui voulaient gagner leur vie en créant donc de fausses informations et en étant payés pour ça. Et dans le livre de Jonas Bendiksen, on voit une page, notamment avec des caractères cyrilliques, qui font écho au nom de cette ville qui s'appelle Vélez, qui est en fait le nom d'un dieu antique slave dont parlent deux savants, un dieu qui lui-même était lié au chaos, à la malice, au mensonge, et qui donnerait donc cette espèce de miroir temporel entre les origines de cette ville et les agissements aujourd'hui des jeunes adolescents. Et ce livre a fait un fracas, Marjorie. Sais-tu pourquoi ? Pas du tout, mais tu vas me le lire, j'en suis certaine. Eh bien, je vais te le dire. En effet, le succès de ce livre a été tout à fait énorme dans un festival où il y a tout le chou gras du journalisme, le festival Visa pour l'image à Perpignan. En fait, ce succès a été donc suivi d'un fracas. Pourquoi un fracas ? Parce qu'en réalité, cet ouvrage est absolument fake. Il est fait de fake news et de fake images. C'est-à-dire qu'en fait, les textes qu'il y a dans ce livre sont des textes qui sont générés par une intelligence artificielle. Les images sont soit des images qui ont été prises à Vélez et qui ont ensuite été modélisées en 3D, avec ou sinon d'autres images d'autres villes post-soviétiques, et dans lesquelles on a inséré en fait des personnages comme si on faisait si on jouait à Sims. Et donc tout est faux, tout a été boosté par l'influence du faux profil créé par ce journaliste norvégien. Voilà, on arrive à ce moment-là dangereux, Marjorie. Et j'imagine que ce journaliste norvégien a réussi sa démonstration. Comment est-ce que justement des spécialistes aussi de l'image, parce que Visa pour l'image à Perpignan, c'est un festival de la photo journalistique d'ailleurs, prendre à leur propre jeu les professionnels de l'information. Encore une fois, c'est dangereux pour ce que ça peut nous dire de l'avenir avec la perfectionnalisation de l'intelligence artificielle notamment, qui justement est l'outil premier de la génération des deepfakes. Est-ce qu'on va pouvoir démêler le vrai du faux ? C'est évidemment une question, loin de moi, la volonté de mettre en péril le journalisme, mais néanmoins, évidemment, ce que ces artistes veulent dire, c'est faites attention. Alors, le deepfake, c'est donc une technologie qui consiste à mettre dans la bouche d'une personne filmée un texte qui n'est pas dit par lui et de faire bouger ses lèvres en fonction du texte qui est dit. Alors, c'est généré par de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est générée pour faire du faux est aussi accompagnée parallèlement par l'intelligence artificielle qui est là pour vérifier justement qu'il s'agit d'un deepfake. Donc, il y a deux tendances, une un peu dangereuse et une qui tend à contrer ce danger. Il y a aussi d'autres moyens, hein. Il y a des informations sur chaque fichier qui sont comprises, sont les métadonnées des fichiers qui nous aident à savoir si le lieu où a été fait l'image correspond à ce qui apparaît en vidéo, etc. Mais néanmoins, c'est toujours plus facile de voler que d'arrêter le voleur dans la foule de gens qui sont suspectés. Évidemment, il y a des deepfakes qui passent à travers les mailles des filets. On a montré la semaine dernière, Édouard Deneau nous parlait d'une deepfake
de Zuckerberg, qui disait avec un très grand cynisme posséder les datas de la moitié de l'univers et en faire à peu près ce qu'il voudrait. Il faut savoir... On n'est pas très certain que ce soit un deepfake en même temps. Oui, mais néanmoins, c'est quand même un petit peu un deepfake qui a été créé, c'est une chose qu'on sait peut-être un petit peu moins, par un duo d'artistes anglais qui s'appelle Bill Posters et Daniel O, qui ont en fait créé tout un dispositif, tout un univers complètement un peu de science-fiction, mais assez réel, avec des espèces de colonnes qui rappellent autant le totem de 2001, l'Odyssée de l'espace, que des bornes qu'on a dans la rue ou que des menhirs de Stonehenge, pour diffuser des deepfakes de Kim Kardashian, de Zuckerberg, de pas mal de gens. Et on regarde là l'extrait de présentation de cette œuvre d'art. In many ways, Spectre can be seen as a series of contemporary standing stones that invite audiences in to pray at the altar of dataism. Take Facebook, for example. One man is majority shareholder, with total controls of billions of people's stolen data, all their lives, all their secrets, all their futures. We need to ask if this is a safe place for our data to be, because it's clear that whoever owns the data owns the future. Prier l'autel du dadaïsme. Évidemment, ces artistes font écho au dadaïsme, qui est un mouvement donc qui a commencé en 1916 à Zurich et qui était un mouvement qui faisait déjà état de la folie du monde, mais de la folie du monde qui était une folie techno-guerrière. Là, on est dans quelque chose d'une folie techno-cognitive, de la data. Donc, par ce conte, il nous fait écho de cette folie du monde. Du dadaïsme au dataïsme, il n'y a donc qu'un pas. On se croirait presque dans Black Mirror, Jeanne, là. On se croirait un petit peu dans Black Mirror, en effet. Mais si vous voulez, ce que je pense, ce qui est important à dire, c'est que c'est justement par rapport à cette révolution cognitive. Si vous voulez, la révolution industrielle, mais aussi toute forme de technologie, fait que la fiction, en fait, devient réelle. C'est-à-dire qu'on quitte l'état de nature pour faire une transfusion sanguine, pour utiliser une baïonnette, pour utiliser une pompe à centrifuge, enfin, tout un tas de nouveautés qui sont... Ok. Oui, tout ça. Pour utiliser une voiture, etc. Tout un tas de choses qui, à la base, étaient des fictions pures. Mais là, on rentre dans un état des choses où la technologie, c'est une technologie de la représentation, une technologie de la connaissance. Et donc, j'aimerais parler en fin de chronique de Georgia Pin, une artiste britannique elle aussi, qui a créé une œuvre, un vidéomaton, où elle utilise l'IA et la technologie du deepfake. En fait, on entre dans une cabine vidéomaton, on a un retour en fait vraiment immédiat de la machine qui nous filme. Nos visages sont mélangés avec les visages des précédents spectateurs qui sont allés dans la machine, mais aussi avec des animaux. Et avec la technologie du deepfake, elle nous fait dire avec notre bouche les propos d'une voix qu'on entend derrière nous et qui nous crée comme ça cette espèce d'ambivalence d'état de nature modifié où on ne sait plus qui est soi, qui est l'autre, parce que évidemment, généralement, quand les artistes questionnent la nature, quand les artistes questionnent la machine, généralement, ils questionnent toujours notre humanité. La nature de la machine, tu pouvais pas si bien dire justement, parce que là aussi, c'est une des grandes questions philosophiques du numérique et artistique aussi, s'il en est. Merci Jeanne, comme d'habitude, pour tes voyages au pays de l'art et du numérique. Tout de suite, on reprend nos discussions avec Alban Mizy sur Parcoursup. Parcoursup, le retour, c'est parti. Alban Mizy, vous êtes donc doctorant au centre Émile Durkheim, centre de sociologie, qui porte son nom comme un chef ou comme un sociologue. Tiens, c'est à l'université de Bordeaux, évidemment, que ça se passe. On parle de Parcoursup, le retour, parce qu'on est dans un calendrier, évidemment, qui est très contraint sur les actions à mener sur la plateforme de l'orientation post-bac, mais aussi parce que c'est l'objet de votre thèse. Vous essayez de comprendre quelles sont les stratégies d'évitement mises en place par les candidats et les candidates, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur et les universités qui vont recevoir ces futurs étudiants et étudiantes, parce qu'on a l'impression parfois qu'il faut vraiment, aller chercher une stratégie pour savoir comment utiliser, se comporter sur la plateforme.
Et exactement, tout le monde doit composer avec Parcoursup, ça s'impose à tout le monde et tout le monde est même des fois dépassé par Parcoursup. Pour les membres des commissions d'examen des vœux, c'est un surcroît de travail, un travail de fourmi en plus. Les professeurs dans les lycées doivent constamment faire de la veille pour bien tout comprendre et bien aiguiller leurs élèves. Et en plus, depuis qu'il n'y a plus de filière au bac général, c'est encore plus compliqué d'étudier chaque dossier tellement l'arbre des possibles est élargi. Pour répondre simplement, l'idéal, ça serait quand même que tout soit fait d'une autre manière que chacun dans son coin. Et donc, en revenir à ce travail collaboratif qu'on imaginait déjà tout à l'heure dans vos réponses dans la première partie de cette émission. Au cœur du cyclone, il y a quand même l'algorithme. Alors, tout le monde veut taper visiblement sur l'algorithme de Parcoursup. C'est d'ailleurs l'objet de grandes discussions pour les candidats et candidates à l'élection présidentielle. Du côté, pour schématiser, de la droite de l'échiquier politique, on veut réformer Parcoursup. Seule l'extrême droite en la personne de Marine Le Pen veut l'abroger. À gauche, unanimité sur l'abrogation et la fin de la plateforme. Fabien Roussel va même jusqu'à décrire un Koh-Lanta de l'orientation professionnelle, mais son totem d'immunité, au-delà de la formule qui évidemment nous a fait beaucoup sourire et réagir. Ça veut dire quoi? Que cet algorithme, c'est devenu un objet politique en soi? Et oui, ce terme de l'algorithme, on remarque qu'il s'est bien imposé dans le débat public. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Est-ce qu'on parle de la sélection à l'université? Est-ce qu'on parle des modalités de la procédure? Ou qui en effet a pas mal de limites. Donc bon, on peut régler une question sans forcément régler l'autre, et vice-versa, et ainsi de suite. Donc bon, quand effectivement Hidalgo, Roussel ou encore Jadot pointent du doigt Parcoursup, on ne sait même pas vraiment ce qu'ils pointent du doigt, la sélection ou les modalités de la sélection. Et Koh-Lanta sans le totem d'immunité, alors vous l'avez dit, c'est une punchline, une blague, une vanne, une boutade, mais c'est même pas un diagnostic finalement. Moi je comprends pas trop ce que Fabien Roussel essaye de nous dire quand il dit ça. Et puis entre nous, Marjorie, je trouve quand même que l'allégorie du jeu Marco Polo est vachement mieux trouvée. Oui, non, je suis d'accord. Alors, je ne sais pas si ma sentence va être irrévocable en l'occurrence, mais Alban, est-ce que si on supprime Parcoursup, on revient à APB, qui est à admission post-bac, qui était le système qui préexistait à Parcoursup, justement? S'il n'y a plus de Parcoursup, il y a quoi à la place? C'est toute la question, et c'est toute la question auquel les candidats ne répondent pas forcément. Une plateforme nationale, oui et non, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on mesure le mérite? Et ça, on parlait de philosophie tout à l'heure, c'est une vraie question philosophique. Comment est-ce qu'on calcule, qu'on mesure et qu'on compare les différents mérites? Pour prendre un autre exemple, si dans une entreprise, vous avez un nouvel ordinateur neuf, un truc hyper technologique, à qui est-ce que vous le donnez? Est-ce que vous le donnez à celui qui est le mieux calé en informatique, à celui qui fait le plus de ventes, à celui qui a l'ordinateur le plus défectueux, ou au fils du patron? Voilà, il y a plein de réponses possibles. Mais si on doit faire avec les inégalités, fasse que les inégalités soient le moins injustes possible. Parce que c'est bien la méritocratie dont il s'agit. On l'a dit, Parcoursup, c'est donc la plateforme de l'orientation post-bac. Et dans post-bac et dans orientation, il y a quand même deux mots extrêmement signifiants pour les lycéens et les lycéennes qui peuvent nous regarder aujourd'hui dans l'école du futur. C'est celle, tout simplement, de leur future carrière, de leur futur parcours universitaire. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir à s'y retrouver? Parce qu'on leur propose théoriquement une plateforme où il y a une infinité d'informations pour qu'ils puissent justement faire leur choix sur leur premier pas dans la vie professionnelle, et en même temps, l'algorithme bloque ces possibilités. Oui, alors Parcoursup, la plateforme en elle-même est effectivement un bon outil d'information. Vous pouvez trouver tout un tas de formations et même en découvrir dessus. C'est pour ça que ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'y mettre une plateforme nationale. L'idée, c'est que cette plateforme nationale ne coupe pas l'herbe sous le pied de candidats qui auraient parfaitement réussi leur cursus, même si on ne se l'imaginait pas. Déjà qu'on les oblige eux-mêmes à tirer des plans sur la comète, on ne va pas non plus le faire à leur place.
Oui, et parce que c'est important aussi de les mettre, je vais faire du très mauvais franglais, in the driver's seat. C'est important de les mettre en position de pouvoir choisir leur avenir. Est-ce que ça demanderait de régler un ou deux paramètres, justement, dans la plateforme ou dans cet algorithme, où ils pourraient d'abord avoir les clés de compréhension de la façon dont sont hiérarchisés leurs vœux, ou non hiérarchisés, si je vous écoute bien et si je lis bien, notamment vos écrits et vos tribunes, Alban. Est-ce que c'est juste une position, une perspective différente à donner à ces lycéens et lycéennes? Alors, la non-hiérarchisation des vœux sur Parcoursup, ça rend surtout la procédure beaucoup plus longue. Et effectivement, quand on a envie de sortir de Parcoursup, quoi qu'il en coûte, eh bien, forcément, on peut être amené à valider une proposition d'admission, même si elle ne nous emballe pas forcément, mais au moins, on en a fini avec Parcoursup, on passe à autre chose. La procédure de Parcoursup, elle est longue. Elle est trop longue et souvent, c'est très difficile à vivre pour les candidats. Elle est longue parce qu'on a beaucoup de candidats qui reçoivent dès le début une multitude de propositions et on en a beaucoup d'autres qui n'en reçoivent aucune, qui sont sur liste d'attente et qui doivent attendre les désistements des doublons des premiers. Donc, en hiérarchisant les vœux par ordre de préférence, tout ce basculement deviendrait automatique et la procédure serait effectivement beaucoup plus rapide. Ça serait déjà un problème en moins, mais il y en a d'autres. Et il y a des pistes justement pour réformer Parcoursup. Je crois que c'est d'ailleurs Isabelle Falque-Pirotin, ancienne patronne de la CNIL et également membre du comité d'éthique et de supervision de Parcoursup, qui pensait pouvoir réussir à aller vers une réforme de tout ou partie de cette plateforme pour l'année scolaire prochaine. Visiblement, ça va être un peu plus compliqué que ça au niveau de ce calendrier-là aussi d'adaptation de Parcoursup. Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution? Pourquoi pas sur le prochain quinquennat? Eh bien, écoutez, vous avez pratiquement aucun candidat qui est très clair sur ce qu'il aimerait faire de Parcoursup, y compris le finalement candidat Emmanuel Macron, qui a seulement envisagé d'éventuellement le réformer partiellement, quoi que ça veuille dire. On n'en est pas plus avancé. Et on va terminer l'émission justement sur cette phrase avec vous, Alban. Comment faire pour que l'orientation post-bac des lycéens et des lycéennes ne devienne pas un otage finalement d'un desiderata ou d'une campagne politique? On continuera à en parler évidemment dans l'école du futur avec vous et avec cette thèse et ces travaux qui avancent. Merci donc à vous, Alban Mizim. Merci infiniment à Jeanne Dreyfus qui était avec nous pour nous plonger dans le monde de l'art et du numérique. Et puis merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Vous le savez, la prochaine deadline, 7 avril, pour remplir donc vos lettres de motivation dans Parcoursup. Et nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine émission dans l'école du futur.